Bonjour à tous et bienvenue sur ce web consacré à la présentation d'un modèle complet de dématérialisation du courrier avec le témoignage du SGCD du Rhône. Donc, Caroline, je te laisse le soin de nous présenter le sommaire de ce webinaire. Bien sûr. Tout d'abord, bonjour à tous. En quelques points, ce webinaire va s'organiser autour, alors une très rapide présentation parce que, voilà, juste pour bien nous identifier puisque nous sommes 4 à intervenir. Ensuite, on ira directement sur la question des enjeux de ce modèle, les étapes aussi qui ont permis la construction de ce modèle, les acteurs qui l'ont porté et qui continuent actuellement d'ailleurs de le porter. Et puis, on abordera les retours d'expérience qui ont permis de construire des dispositifs opérationnels et évidemment l'après-projet Octo, mais qui continuera de permettre de faire vivre le modèle lui-même. Donc peut-être nous laissons le soin à Patrick Leroy et à Hélène ensuite dans un deuxième temps de se présenter. Donc Patrick, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous. Patrick Leroy, je suis le directeur de l'innovation du numérique et du système d'information du secrétariat général départemental du Rhône. Et je suis aussi le directeur du projet Octo, dont on vous expliquera un petit peu plus dans le détail ce que c'est. Hélène? On ne vous entend pas, Hélène. Il faut ouvrir son micro. Désolée. Bonjour à tous. Donc Hélène Deninck, je suis chargée de mission méthode et numérique au sein de la direction de l'innovation du numérique, des systèmes d'information et de communication, donc du secrétariat général commun du Rhône. Et je travaille avec Patrick sur la direction du projet Octo. Donc, je suis Caroline Buscal, je dirige le département conseil du groupe CERDA Archimag, qui est dédié au domaine de la gouvernance de l'information numérique, et je suis la directrice de projet en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage de ce projet Octo. Et donc, je clôture le tour de table en me présentant donc Anne-Solène Daniel. Donc, je suis consultante au sein du cabinet CERDA Conseil. J'ai formation au sein du groupe CERDA. Donc, j'accompagne également Patrick et Hélène dans le cadre du projet Octo. Donc, qui sommes-nous ? Alors, rapidement, en quelques mots sur qui sommes-nous au niveau du cabinet CERDA Conseil. Donc, nous faisons partie du groupe CERDA Archimag, qui est composé de 4 activités. Une activité de presse professionnelle du domaine de la gouvernance de l'information, qui est incarnée par le magazine Archimag, qui lui existe depuis maintenant plus de 35 ans. Nous avons également une activité de communication à travers une agence de production de contenus éditoriaux qui s'appelle ACE. C'est très d'actualité sportive, puisque ça s'appuie sur l'acronyme du tennis ACE. Et puis un centre de formation continue évidemment, en inter, mais également en intra-entreprise, qui est d'ailleurs agréé Calliope et qui lui également existe depuis de nombreuses années. Et donc nous-mêmes, qui sommes à travers la présence aujourd'hui d'Anne-Solène et de moi-même, membres de CERDA Conseil, un cabinet conseil qui conduit des projets sous forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour de grands donneurs d'ordre. Nous sommes indépendants. Je dirais même que nous sommes agnostiques de toute solution et de prestation. Et autre particularité sur laquelle nous reviendrons par rapport au modèle Octo, c'est que nous développons également un référentiel des usages de la dématérialisation éco-responsable pour faciliter la mise en œuvre d'actions de sobriété numérique dans les organisations. Voilà, et donc nous avons eu la chance de travailler aux côtés du SGC du Rhône et plus particulièrement donc du SGAR sur l'étude et la construction du modèle de la chaîne de traitement des courriers usagés dont nous allons vous parler maintenant. Donc, Patrick, pouvez-vous nous présenter les enjeux du projet Octo ? Le micro. C'est mieux avec un micro. En fait c'est une maladie de la fonction publique.
On n'ouvre pas nos micros quand on parle. Pardonnez-moi. Donc, je vais vous parler en une phrase de la genèse de ce projet, en fait, qui a subi quelques vicissitudes, comme j'allais dire, toute la société française qui a traversé le Covid. Globalement, on a pris beaucoup de retard, on a changé un petit peu quelques options. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on a une demande du préfet de région de l'époque, qui a réuni l'ensemble des directeurs et qui a cherché des pistes d'économie et d'optimisation pour faciliter le financement et l'usage des finances publiques, dont on sait tous qu'il est important de chercher et de faire des économies. Donc, est sorti de cette réunion le fait qu'un des points importants et une des dépenses importantes dans l'organisation des financements se trouve être la gestion du courrier, à la fois dans l'aspect coût de dépenses, mais aussi dans l'aspect nombre d'agents utilisés et en prenant toute l'organisation. Donc, il avait été décidé de mettre en place un projet et de demander un financement au Fonds de modernisation pour pouvoir faire une expérimentation sur faire des expérimentations et faire de la modélisation sur les possibilités d'optimiser les coûts de traitement et de l'organisation du courrier sur l'ensemble des structures de l'État, puisqu'il s'agissait de le faire sur le périmètre régional, mais de pouvoir le modéliser pour toute structure de l'État qui serait susceptible de prendre en main ce type de démarche. Donc les enjeux sont assez clairs pour nous, enfin en tout cas l'étaient. Faire de la modélisation, ça veut dire laisser quelques testaments de méthodologie et ensuite faire des tests et chercher la meilleure manière sans faire d'accompagnement, c'est-à-dire que nous on va s'arrêter au mois d'octobre. Mais on va laisser tout ce qu'il faut pour que les administrations, quelles qu'elles soient, quel que soit leur ministère d'appartenance, puissent se lancer dans cette belle aventure qui est l'optimisation du courrier. On avait au départ isolé 2 scénarios. Un premier scénario qu'on a souhaité conduire le plus possible, qui était l'État pour l'État, c'est-à-dire comment l'État peut répondre lui-même à ces problématiques et est-ce qu'on a dans l'État des solutions qui nous seraient utiles pour le faire. Et puis, donc ça, on verra qu'on a découvert de jolies pépites, qu'il y a aussi des points qu'on a un peu abandonnés. Et puis, l'autre scénario était un scénario mixte, c'est-à-dire de l'État qui a besoin, ou en tout cas s'appuie sur des partenaires, des professionnels qui peuvent nous accompagner tout en respectant toute la chaîne de sécurité dans l'optimisation de ça. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est l'ensemble, hein, c'est une fresque qu'on a fait réaliser qui résume ce programme interministériel. Vous voyez bien qu'on a identifié assez rapidement les flux entrant, circulant et sortant, plus toute l'organisation. On a essayé et on a mis en œuvre un certain nombre de tests pour voir si tous ces flux étaient optimisables d'abord et ensuite dématérialisables ensuite. Donc sur ce qu'on peut retenir tout de suite de là, c'est que sur le flux entrant comme sur le flux sortant, il ne suffit pas de moderniser et de numériser la fonction publique, il faut aussi accompagner l'usager, c'est-à-dire le citoyen, qui doit lui aussi prendre une part importante dans la dématérialisation du courrier entrant, c'est-à-dire qu'il faut accompagner l'usager et j'allais dire le conduire progressivement à interroger la fonction publique par le biais de mails plutôt que ou dématérialiser, c'est-à-dire de portail ou de mail, et de la même manière sur le flux sortant, d'avoir aussi des usagers qui acceptent et comprennent l'intérêt d'utiliser leur mail plutôt que d'avoir un joli papier dans une jolie enveloppe avec un joli timbre. Donc voilà ce que je pourrais dire juste dans les grands enjeux. Évidemment, les enjeux portent surtout un peu, c'est un peu la fontaine à champagne, c'est-à-dire que dès qu'on optimise
toute la gestion du courrier, on s'aperçoit que derrière, on fait une optimisation sur tout. C'est-à-dire que ça impacte à la fois la flexibilité des agents, ça peut aussi accompagner le télétravail, ça peut aussi aller jusqu'au plus loin possible, c'est-à-dire même jusqu'à l'optimisation des locaux, puisque comme on peut faire des choses et qu'on est totalement flexible, ben on est aussi flexible dans nos locaux et l'État aujourd'hui doit faire attention à ses surfaces. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enjeux et ces enjeux-là ne pourront pas, à mon sens en tout cas, être conduits de manière unilatérale, c'est-à-dire conduits par le haut de l'État pour l'ensemble des ministères. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous que l'enjeu de la modélisation soit le premier enjeu, c'est-à-dire qu'on soit capable de fournir et de permettre aux structures qui voudraient prendre cet objectif de le faire. Voilà ce que je peux dire en quelques mots et dans le temps qui m'est imparti. Ok, ben, je vous remercie Patrick. Je propose qu'on passe aux étapes du modèle. Donc Caroline, est-ce que tu peux nous présenter déjà les principes de la circulation de l'information au sein d'une organisation? Tout à fait. Ce qu'il est important de comprendre dans la réponse qu'apporte ce modèle, c'est qu'il embarque toutes les étapes des flux courriers. On n'a pas focusé sur une étape, on va dire prioritaire par rapport à d'autres. On a travaillé et on espère avoir répondu avec un certain nombre de dispositifs sur lesquels on reviendra ultérieurement pour justement toutes ces étapes. Donc évidemment, on démarre par l'entrant, ce que vous avez en haut à gauche du schéma, avec la particularité d'ores et déjà qu'il faut additionner aujourd'hui différents canaux possibles par lesquels l'usager interpelle son administration, quelle qu'en soit la raison. On est dans ce qu'on appelle l'ère de l'omnicanal, puisqu'aujourd'hui, on a encore des flux physiques, il y a encore, et malgré les conséquences de la crise sanitaire et effectivement de l'accélération que l'on a pu apporter dans ce cadre-là à mettre à disposition des canaux qui sont plutôt numériques, il y a encore des flux physiques, il y a encore des flux notamment postaux qui sont importants. Entre 30 et 50% des organisations sont encore saisies à travers des courriers qui arrivent de façon physique. Il y a évidemment de plus en plus de flux numériques, c'est même la part qui est en train d'augmenter d'année en année à travers les messageries institutionnelles, les messageries de services. Il y a encore aussi des messageries individuelles qui peuvent être utilisées. Et puis de plus en plus, dans la notion de flux numérique, il y a la possibilité de dépôt à travers des portails. Alors le plus connu, servicepublic.fr, démarche simplifiée, mais il y a également évidemment de plus en plus toutes les administrations, y compris territoriales d'État, qui se dotent de portails pour faciliter les échanges avec leurs administrés et leurs usagers. Ça, c'est un constat, c'est le flux entrant. L'objectif de ce flux entrant face à ces multiples entrées, c'est d'avoir un flux unifié au niveau de la circulation vers les services qui vont devoir instruire et répondre. Dans ce cadre-là, c'est l'usage de ce que l'on appelle une gestion électronique de courrier, une GEC, qui va unifier ces flux et qui va permettre de les distribuer de manière numérique à travers les métiers pour faciliter leurs interventions et la conduite des instructions nécessaires. Donc, ça passe par des étapes de capture, notamment par rapport aux flux physiques et donc de dématérialisation pour permettre de circuler ensuite de manière tout numérique. On entre ensuite dans cette phase de circulation pour aboutir, suite à la question, à la réponse qui sera légitimement adressée à l'usager. Le plus souvent, ce sont des réponses qui vont devoir être visées, évidemment, validées, se traduire même par l'apport d'une signature. Donc, on va là aussi mettre l'accent sur la signature électronique, idéalement, parce que si on veut rester dans une démarche cohérente, fluide et réglementaire, à partir du moment où l'instruction est faite en numérique, eh bien, effectivement, il faut que la signature le soit également de façon numérique. Et puis, on a à droite le flux sortant, donc le bout de la circulation, qui est la traduction de l'envoi de la réponse. Là encore, on est sur des organisations qui fonctionnent encore beaucoup en hybride, un peu comme à l'entrée tout à l'heure. Et donc, dans le modèle, on a évidemment mis l'accent sur un flux sortant numérique, mais on a intégré aussi, et vous le verrez comment, un flux physique sortant
qui permet effectivement d'apporter la réponse. Et de manière sous-jacente, sans parler de flux, on a effectivement posé la question nécessairement du stockage à travers du stockage numérique, que ce soit de la GED ou du système d'archivage électronique, lorsqu'il s'agit de garder des preuves réglementaires. Ce qu'a embarqué également le modèle, ce qui est sous-jacent à ça, et ça c'est important de le préciser, ce sont des aspects de traçabilité à toutes les étapes du process qui sont nécessaires, des aspects de pilotage, mais également de travaux sur les référentiels des data, que ce soit en termes d'optimisation comme en termes de sécurité. Donc voilà toutes les réponses qu'apporte évidemment cette illustration du modèle. Donc Hélène, peut-être présenter, est-ce que vous pourriez nous présenter les étapes du modèle Octo? Oui, alors au niveau du modèle Octo, on est sur 5 grandes phases. La première, assez naturellement, a été donc la demande de financement. Donc celle-ci a été portée par le SGAR. Et donc on a monté un dossier de financement FTAP, donc c'est Fonds pour la transformation de l'action publique. Et suite à ça, donc on a réussi à obtenir 2,5 millions pour pouvoir modéliser le projet. Et donc on est parti sur la phase numéro 2 qui correspond en fait à la phase de diagnostic. Donc pendant laquelle il y a eu beaucoup d'entretien. On a réalisé un diagnostic au niveau du terrain. Ça, c'était pour estimer donc, les volumes qui étaient en cours au niveau du courrier, mais aussi les usages, les outils qui étaient utilisés. Et donc, de là, on a pu faire des constats, notamment le constat qu'en 2020-2021, on était encore à 80% des échanges qui étaient encore en physique. Donc, ça nous a permis de poser les bases. Et ensuite d'établir donc des scénarios. Donc, ce que disait Patrick tout à l'heure, plusieurs scénarios ont été établis. Et donc, nous, on est parti sur le scénario qui était l'État pour l'État, c'est-à-dire, en fait, utiliser les offres de services qui existaient déjà au niveau de l'État. Et donc, on a, par exemple, l'utilisation de l'outil Marche par le CCN du SGAMI Sud-Ouest, où autrement, on avait l'outil de la DGFIP, pour l'envoi de courrier simple. On a eu une quatrième phase qui était la phase d'expérimentation. Donc, en fait, suite à la partie diagnostic, en fait, on a élaboré plusieurs pistes d'expérimentation. 7 POC ont été retenues, qui portaient sur 5 entités et donc sur l'ensemble du flux courrier. Donc, on avait la partie flux entrant, donc avec tout ce qui était dématérialisation du courrier, le circulant, donc, avec l'utilisation d'une GEC, donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec le CCN du SGAMI Sud-Ouest, la signature électronique, et enfin la dernière étape sur le flux sortant, donc avec l'envoi des courriers simples et l'envoi des lettres recommandées. Donc là encore, avec des tests sur la lettre recommandée électronique, la lettre recommandée papier et la lettre simple avec l'outil de la DGFIP. Et donc depuis fin d'année dernière, on est passé dans la dernière phase, qui est la phase de déploiement. Donc en fait, on est parti sur l'idée d'accompagner les entités sur le déploiement des solutions qui avaient été retenues et POCées, sachant qu'on est parti uniquement sur les solutions de flux sortant, donc envoi de courrier simple et de lettres recommandées, donc pour lesquelles on a accompagné les entités. On les accompagne aussi sur un autodiagnostic. En fait, c'était important pour nous, même si on ne pouvait pas les accompagner sur l'ensemble des solutions identifiées, de pouvoir leur apporter un diagnostic complet. C'est-à-dire que les entités font vraiment un diagnostic sur l'ensemble de la chaîne courrier, que ce soit de l'entrant, circulant, sortant, et on les accompagne sur la mise en œuvre des dispositifs pour le flux sortant. Alors, je temporise un petit peu parce qu'on a un petit peu changé de stratégie dernièrement. On a un petit peu laissé de côté les lettres recommandées. Maintenant, on est plutôt sur la solution de signature électronique, qui était un besoin qui était exprimé de façon récurrente de la part des entités.
Enfin voilà, donc on a vraiment ces cinq étapes qui sont les 5 grandes étapes du modèle. Ok, merci, merci Hélène. Donc nous allons du coup découvrir les acteurs de ce projet. Donc, Patrick, est-ce que vous pouvez nous présenter quels ont été les acteurs principaux dans le cadre du projet Octo? Alors voilà, on avait identifié un certain nombre d'acteurs au départ du projet et on avait, pour des raisons d'organisation, de disponibilité, d'organisation budgétaire et de représentation aussi, il fallait qu'on ait une représentation de l'administration territoriale de l'État qui soit là, au plus près de la réalité. Donc on avait fait ce nous on avait appelé le premier attelage, sachant que on a embarqué cinq structures. Alors des structures qui sont des directions régionales. Au départ, la Réal, normalement, voilà, je ne vais pas les citer toutes, mais parce que sinon, si j'en oublie une, après, c'est un peu comme donner un remerciement aux Oscars. Globalement, on avait des directions régionales, on avait évidemment l'ARS, évidemment le rectorat. On souhaitait absolument avoir ces représentants-là parce que, voilà, travailler avec une agence, l'État travaille avec une agence, et travailler avec le rectorat, c'était aussi important pour nous parce que les exemples qui étaient donnés et les recherches qui étaient faites étaient intéressantes. Et puis après, on avait évidemment la partie LGCD 69. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières réformes de l'État que l'organisation de l'État, il y a quelques temps déjà, pas quelques années déjà, mais quelques temps déjà, a instauré la mutualisation des fonctions support de l'administration territoriale de l'État. C'est-à-dire qu'un secrétariat général commun départemental supporte pour la partie RH, la partie finance, la partie immobilier, logistique, accueil et y compris la partie évidemment innovation et système d'information et de communication, toutes les directions départementales d'un périmètre et la préfecture bien évidemment, le SGAR quand il s'agit de SGAR. C'est une entité multiple. C'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille avec le SGC, en fait, on travaille avec 5 autres entités. Donc, voilà à peu près comment ça s'est passé sur ça. Pour pouvoir mener cette opération et ce projet, on a décidé de monter une équipe projet totalement dédiée à ça. Équipe projet qui est évidemment composée par des agents de l'État et qui en dirigent, c'est-à-dire Hélène et moi aujourd'hui. Il y a eu d'autres passages de chargés de mission qui ont aussi marqué ce projet par leurs compétences et par leur bonne humeur. Et ensuite, il nous paraissait important d'avoir une AMOA et une AMOE. Une AMOA pour avoir, comme dans tous les projets, une vision, et c'est là où le cabinet de Cerda excelle, c'est-à-dire une vision qui soit une vision macro, c'est des gens qui savent nous accompagner, nous éclairer le chemin pour voir par où se situe aujourd'hui le besoin des sociétés en général, pas seulement de la fonction publique, mais il s'adapte aussi à la fonction publique. Et puis une AMOE pour nous accompagner dans la mise en œuvre de tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire à l'époque les expérimentations. Et là, on s'est appuyé sur une équipe Softeam, qui est une entité appartenant à Docopost, et qui là aussi a brillé par son efficacité et son adaptabilité, parce que c'est pas facile. On a rebondi plusieurs fois, c'est ce qu'expliquait Hélène. C'est-à-dire qu'on était parti sur des projets, on marche sur les projets, puis ensuite ça va pas, donc on recale avec toute la problématique financière qu'il y a derrière. Voilà, je pense qu'on avait cette équipe, en tout cas, dont en tant que directeur, je suis absolument fier de participer à cette équipe. Voilà, c'était la petite phase compliment. Donc, ouais, un projet qui embarquait donc plusieurs entités pilotes et une équipe projet vraiment dédiée avec une AMOA, une AMOE autour d'Octo pour aller progressivement vers le déploiement. Je vous propose ensuite de passer par une séquence dédiée au retour d'expérience du projet Octo. Donc, nous en avons sélectionné 2 parmi les 5 dispositifs testés. Nous avons sélectionné 2 retours d'expérience sur la signature électronique et la lettre simple. Donc, je propose, Patrick, peut-être que vous repreniez la parole sur un rapide retour d'expérience sur les tests réalisés, puis le déploiement, du coup, peut-être aujourd'hui, de la signature électronique dans le cadre du projet Octo. Alors, comme il a été précisé précédemment, la signature électronique, en fait, moi, je préfère dire le triplet parapheur électronique, service d'archivage électronique et signature électronique, parce que c'est ça que la loi exige. Et si on veut avoir de la signature qualifiée, on est obligé d'avoir ce triptyque-là.
Donc, c'est important de le dire parce qu'on va voir qu'il y a des solutions d'État qui sont en train de se mettre en place, qu'on est en train de challenger un peu et qui vont forcément arriver à ça, mais qui sont aujourd'hui pas suffisamment présentes. Donc, on a fait une expérimentation de ces trois-là avec les partenaires qu'on avait aujourd'hui sur des circuits qu'on a identifiés avec nos partenaires en disant bah, tiens, ça nous intéresserait de faire ça. Et comme on en avait la possibilité et de le financer, on a travaillé avec ce qu'on appelle le parapheur FAST, qui est là encore une entité de Caposte, et qui nous a permis de mettre en place, en tout cas de mettre en évidence la nécessité de ça, de la nécessité dans la démarche totale de l'optimisation du courrier, parce qu'effectivement, ce passage-là est presque plus important que la numérisation d'entrée. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, les expérimentations, on a commencé par un POC, on a fait un POC gagnant entre l'ARS et la préfecture, parce qu'il y avait des flux importants et l'ARS était très intéressé pour pouvoir gérer notamment la notion d'habitat insalubre qui nécessite à la fois une instruction par l'ARS et une validation et une signature par des membres du corps préfectoral. Donc on a mis ça en œuvre. On l'a choisi, testé, mis en œuvre, validé. On s'est fait un petit peu peur ces derniers temps parce qu'il y avait une petite modification des filtres chez nous, en tout cas des proxys. Et donc, on a aujourd'hui, sur cette partie-là, identifié un certain nombre de circuits qu'on va mettre en œuvre pour, j'allais dire, tout l'attelage, c'est-à-dire un peu pour toutes les structures, à la fois celles couvertes par le SGC, à la fois une partie. Et puis, il y a certaines structures qui n'ont pas souhaité rentrer dans cette expérimentation. Donc, ils vont attendre que derrière, on en sorte toute la modélisation nécessaire et toute la documentation nécessaire. Alors, il y a un point, effectivement, dans les bénéfices qui est non négligeable, qui est évidemment la fluidité, la traçabilité, et il y a aussi un bénéfice qu'on n'a pas souligné, mais que j'ai souligné en préambule, c'est le fait qu'on se garantit d'avoir des signatures qualifiées. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de laisser traîner des griffes de directeurs, de préfets sur les réseaux, mais bien de faire une signature qui est totalement qualifiée et qui est totalement opposable. Donc, du coup, on a vraiment un service de signature électronique qui est complet. Et ça, c'est la base de la base et c'est le plus important, en tout cas pour l'administration, d'avoir cette mise en œuvre-là. Donc, le ROI économique est direct, hein, c'est ce qu'on voit. On peut dès lors commencer à compter tous les points qu'on a fait nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parapheur, il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'encre, il n'y a plus d'imprimante. Il n'y a que de la numérisation. Les circuits sont faits, on peut aller venir, on peut choisir de modifier, choisir de ne pas modifier. On peut toucher à partir d'un parapheur électronique qui serait situé au niveau régional. On pourrait même, nous on l'a pas mis en œuvre, mais on peut même adresser des choses assignées à d'autres entités de la fonction publique. L'Adréal notamment pourrait très bien envoyer à tous les préfets de la région des choses assignées. Voilà, on a un petit bout d'expérimentation qu'on va essayer de mettre en œuvre sur la nouvelle organisation des naturalisations. Donc voilà, on voit bien qu'on économise sur l'ensemble, sur la fluidité, et on gagne vraiment beaucoup sur la traçabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est hyper important quand on n'a plus cette notion physique du papier, c'est de répondre à la question, mais où est donc passé ce courrier? Voilà. Et à cette question-là, eh ben, le service d'archivage électronique nous aide. Il nous aide parce que d'abord sa durée elle est assez longue, et ensuite parce que ça permet aussi au SI documentaire de s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Voilà. Et juste pour compléter les propos de Patrick sur cette partie-là, il y a quand même un travail important sur les pratiques des entités. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'usages en fait qui relevaient de pratiques vraiment historiques mais qui n'étaient pas vraiment fondées. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui signaient des documents, ils nous demandaient de la signature à valeur probante, alors qu'en fin de compte, il n'y avait pas de raison particulière à ça et qu'une simple griffe aurait suffi.
Donc voilà, donc c'est vraiment l'occasion aussi de se re-questionner sur ces pratiques et pourquoi je signe un document et quelle est vraiment l'utilité. Est-ce qu'il y a vraiment des règles qui font que je suis obligée de le faire ou est-ce que simplement c'est juste des habitudes qu'on a pris avec le temps. Voilà. Oui, merci pour vos compléments, Hélène. C'est vrai que quand on met en place un outil de signature électronique, on fait souvent face à ces habitudes de signer au format papier. La lettre électronique vient un petit peu structurer sur le pourquoi signe-t-on, quel niveau de signature électronique nous associons à notre acte engageant pour la structure pour laquelle on travaille. Donc, je propose de passer à retour d'expérience sur notamment l'envoi de la lettre simple. Donc, Caroline, est-ce que tu peux nous présenter ? Alors, il s'agit effectivement d'une autre des expérimentations qu'on a menées, puisque comme c'était dit précédemment, chacun des points du modèle ont fait l'objet d'une expérimentation, donc on en a sélectionné 2. Ce second exemple que l'on a sélectionné lui répond plutôt au flux sortant et un des éléments du flux sortant qui concerne l'envoi de la lettre simple. Il a été expérimenté avec une des entités qui participe depuis le début à la construction de ce modèle. Là, en l'occurrence, ça a été travaillé notamment avec le rectorat du Rhône. Alors, découpage des rectorats ne sont pas tout à fait alignés sur le découpage ni des départements. Donc, c'est un rectorat, c'est 3 départements au final, puisque sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 3 rectorats. Il y a celui du Rhône, celui de Grenoble et celui sur Clermont. Donc, le rectorat du Rhône a participé à cette expérimentation en sélectionnant des services qui émettent un certain nombre de courriers à destination d'usagers ou d'autres entités et avec lesquels nous avons travaillé pour pouvoir déterminer les maquettes de courrier, parce que l'une des particularités de cette ressource qui s'appuie sur l'imprimante virtuelle et les centres éditiques de la DGFiP, donc Direction Générale des Finances Publiques, qui dépend du ministère des Finances, mais qui offre un service d'éditique disponible pour plein d'autres entités administratives et pas nécessairement uniquement pour leurs propres services DGFiP, DRFiP en termes de finances. Donc, on a travaillé avec eux sur des maquettes de courrier, des gabarits de courrier, de façon à ce que ça corresponde aux caractéristiques de l'impression. Ça va de la mise à disposition du bon positionnement du logo, la taille des marges, la taille des caractères, la police de caractères, enfin, qui permettent de structurer des modèles et ensuite de faire l'usage à travers l'outil d'imprimante virtuelle qui imprime FIP et de pouvoir donc procéder à la fabrication des courriers qui sont là, des courriers physiques qui ensuite vont être distribués. À travers l'expérimentation, on a eu également l'opportunité de monter un support de formation de façon à ce que les agents soient tout à fait autonomes face à leur écran lorsqu'ils sont à l'étape de devoir éditer un courrier sortant et bien de pouvoir mener totalement l'opération sans avoir recours nécessairement à un intermédiaire ou, et ça c'est l'une des particularités du modèle, de libérer le service courrier de cette partie de courrier sortant. À travers là, on a fait appel à un des centres d'édition, d'impression de la DGFiP qui ont donc produit, imprimé, affranchi, mis sous pli. Ça, c'est important. C'est-à-dire que le service qu'ils offrent, il va jusqu'à l'affranchissement avec des tarifs industriels que leur propose la Poste. Après l'acheminement en tant que tel du courrier, là, en revanche, il est pris en charge par les services de la Poste. L'intérêt de cette expérimentation et le retour d'expérience a mis en avant un certain nombre de bénéfices, notamment, effectivement, et ça, c'est un des bénéfices induits très rapidement à travers l'expérimentation, c'est tout l'intérêt qu'ont ressenti les agents à l'utilisation. C'est simple, confortable d'usage, puisque ça se fait depuis son poste de travail. On n'est pas obligé d'aller sur un poste déporté. Donc, qu'on soit en mobilité, en télétravail ou à son poste fixe, eh bien, on peut tout à fait y faire appel. On a effectivement un pilotage transparent et sécurisé à travers les réseaux de l'État de l'ensemble de ces étapes, et puis toute la traçabilité que peut apporter, y compris lors de la remise des courriers une fois qu'ils sont mis sous pli affranchis auprès des services de la Poste. Donc, on est sur
un retour d'expérience qui a mis en évidence un véritable retour d'investissement économique. On est sur un ROI direct par rapport à cette expérimentation, avec une réduction des coûts d'affranchissement et à l'accès à un tarif industriel proposé par la Poste, et donc un gain économique direct qui répond aux objectifs économiques que peut avoir aujourd'hui les plans d'achat de l'État. Donc là aussi, c'est un retour d'expérience qui a permis de le traduire en dispositif, qui est aujourd'hui un des dispositifs les plus généralisés à travers le modèle Octo dans sa mise en œuvre, notamment. Alors, nous proposons de présenter les 5 dispositifs issus des expérimentations. Donc, Hélène, est-ce que vous pouvez nous présenter les 5 dispositifs du modèle Octo? Alors oui, les 5 dispositifs, en fait, ils reprennent la roue du modèle Octo. Donc, sur l'ensemble de la chaîne courrier et de son parcours. Donc, le premier dispositif, donc, sur le flux entrant, donc, il consiste en la dématérialisation du courrier entrant avec des prestations de numérisation et d'indexation. Alors, pour le coup, sur ce dispositif, on n'a pas identifié clairement d'outils parce que ça change aussi en fonction des entités et des entités qui sont ouvertes à l'externalisation, qui sont plutôt sur de la numérisation et de l'indexation en interne. Donc voilà, donc on n'a pas fléché vraiment d'outils à ce niveau-là. Ensuite, pour le flux circulant, on est sur de la GEC, donc forcément, l'entrant, on numérise, on indexe, on intègre dans la GEC. Pour la GEC, on est parti plutôt sur donc ce que je disais tout à l'heure, la GEC du SGAMI Sud-Ouest, du CCN, avec l'utilisation de marche. Ensuite, si on continue sur la roue, on est donc sur le flux circulant toujours, donc avec l'étape de validation et de signature. Où là, pareil, on a pas mal changé, on s'est adapté. Comme disait Patrick, c'est un projet qui vivre plein d'expériences. C'est vraiment très enrichissant. Donc, on a testé plusieurs choses. On était d'abord sur, pareil, quelque chose de bout en bout où on rentrait par la GEC marche et on avait toute la validation qui pouvait se faire aussi à ce niveau-là. Finalement, voilà, il y a quelques petits points qui ne sont pas encore fonctionnels, opérationnels. Du coup, on est maintenant parti sur la solution DocaPost avec la solution FAST. Ensuite, sur le dispositif 4, c'est le flux sortant. Donc avec l'envoi des lettres simples, c'est ce que Caroline a présenté. Donc l'outil de la DGFIP, qui est l'outil ImprimeFIP. En fait, c'est un outil qui existe déjà depuis un moment, qui était utilisé en interne, qui s'appelait ClickEasy, qui s'appelle ClickEasy pour les agents de DGFIP, et donc qui est proposé maintenant en interministériel. Et enfin, donc, le dispositif 5 qui concerne aussi le flux sortant avec l'envoi des lettres recommandées, où là, on est sur la solution aussi de DocaPost, donc soit la solution MCP, c'est la plateforme multicanal qui offre pas mal de fonctionnalités, ou à moindre coût, on a la solution 4 qui, en fait, le résultat est le même. On est sur l'envoi de lettres recommandées électroniques ou papier. C'est juste que les fonctionnalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon, je vais prendre le relais. Je voulais juste une petite précision sur le flux entrant aussi, parce que l'intérêt d'avoir un ROI important, notamment économique, c'est de pouvoir mutualiser la numérisation et l'externalisation de cette numérisation. Le problème qu'on rencontre, c'est un problème aussi d'organisation, c'est-à-dire chaque entité de la fonction publique est identifiée et avoir la même adresse pour tout le monde pour pouvoir gérer ça et recevoir ensuite son courrier sans adresse, c'est vraiment un pas important et assez, à mon avis, difficile à faire pour les entités aujourd'hui qui ont d'abord besoin de consolider le reste du flux avant de se charger à ça. Donc on a fait des tests. On les a fait plutôt internalisés, c'est-à-dire qu'on a demandé, notamment au EGC du Rhône, puisqu'il a une multitude de partenaires, de numériser
au bureau du courrier, c'est-à-dire de numériser chez eux, avec la participation de quelqu'un d'extérieur pour ne pas prélever sur les ressources qui étaient nécessaires au fonctionnement. Et donc, voilà, le premier constat qu'on fait, c'est que si on veut que ce soit rentable, c'est, à mon sens, la mutualisation qui doit prévaloir, mais elle est difficile à mettre en place. Et pour autant, le fait de pouvoir avoir une unité de numérisation des courriers entrants pour essayer d'avoir quelque chose qui soit multicanal, qu'on puisse avoir, comme le soulignait Caroline en préambule, à la fois des accès par des plateformes, à la fois des accès par mail, etc., démarches simplifiées notamment. Il est important d'avoir une petite unité de numérisation, et cette unité de numérisation, elle a quand même pour avantage de professionnaliser ces agents du courrier qui aujourd'hui peuvent avoir à faire autre chose que de moderniser leurs fonctions et de faire évoluer leur vision de leur travail. Voilà, je voulais juste préciser ça parce que c'était aussi quelque chose qu'on a souligné. Et qui a été testé dans le cadre d'époque. Donc, l'ensemble de ces 5 dispositifs du modèle Octo s'appuie sur un dispositif d'accompagnement au changement, donc notamment à travers la réalisation de sacs à dos pédagogiques. L'objectif étant de donner de l'autonomie aux entités pour qu'elles s'approprient chaque dispositif afin qu'elles les déploient au sein même de leur propre entité. Donc, dans le cadre de la construction de ces sacs à dos pédagogiques, nous avons identifié déjà dans un premier temps plusieurs profils d'apprenants, on peut appeler les personas, parce que le besoin d'information ne sera pas le même, qu'on soit agent du service courrier, qu'on soit manager d'un service ou sponsor d'un projet, nous n'allons pas avoir besoin des mêmes informations sur les 5 dispositifs du modèle. Dans le cadre de l'accompagnement au changement, nous avons donc construit différents types de modules mis à disposition sur une plateforme qui contiennent des supports pédagogiques sous différentes formes, donc notamment des formes vidéo, des supports un peu plus conventionnels type présentation. Et nous proposons également des supports audio type podcast pour découvrir à la fois l'histoire du projet Octo et découvrir à la fois les particularités des 5 dispositifs qui vont été présentés par Hélène. Donc cet accompagnement se fait grâce à ces modules pour pouvoir ensuite faire en sorte que le modèle Octo rayonne au sein des entités demandeuses. Là encore, une toute petite précision qui a son importance, c'est qu'on a pris une décision qui est, à mon sens, importante et essentielle, c'est qu'on ne peut pas vendre de la dématérialisation si nous-mêmes, on n'en fait pas. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même de savoir que la documentation sera le moins possible portée ou portable sur papier. Donc, on fera en sorte d'utiliser les moyens d'aujourd'hui pour pouvoir permettre aux gens de le faire et de le faire de n'importe quel endroit. C'est l'avantage aussi de cette numérisation. Donc, c'est un point qui est important. Donc, si la documentation papier vous intéresse, je crois que vous êtes mal tombé. Il y en aura. Mais il y aura de la documentation. C'est justement ce qui va caractériser l'après-projet. Puisqu'effectivement, comme le disait Patrick, on s'achemine vers la fin du projet en tant que tel, de toutes ces phases, y compris les phases de mise en œuvre d'un certain nombre des dispositifs. Donc le projet en tant que tel, il va se clôturer cet automne, au mois d'octobre 2023. En revanche, le modèle Octo, lui, est vivant et va continuer à vivre au-delà de cette phase projet. Et pour ça, on partage avec vous plusieurs convictions, mais qui sont un peu les piliers de cet après-projet Octo. La documentation, alors effectivement, pas imprimable, comme le disait Patrick, ça restera de la documentation numérique, mais elle est aussi disponible, ne serait-ce que dans un espace osmose qui va se mettre en place de façon à accueillir toute la documentation utile et indépendamment
des sacs à dos pédagogiques qu'a évoqué précédemment Anne-Solène, donc toute la documentation qui sera nécessaire pour pouvoir s'approprier le modèle et le déployer au sein de vos structures. Je prends un exemple, le contrat de service entre la DGFiP et une entité qui veut faire appel à son service d'impression des lettres simples, ce qu'on a évoqué tout à l'heure à travers le retour d'expérience et qui se qualifie d'être le dispositif 4, eh bien, le modèle de contrat de service qui a été établi avec la DGFiP elle-même et des entités pilotes qui ont bien voulu travailler à la conception de ce modèle, eh bien, il sera disponible et vous pourrez l'utiliser si vous êtes intéressé par l'usage de ce service qu'offre ImprimeFiP notamment. Donc voilà, donc c'est ce principe-là de la documentation pour qu'il soit réapplicable, réutilisable par chacun d'entre vous. La deuxième conviction qu'on partage, c'est ce transfert de compétences, et c'est ce qu'évoquait également Anne-Solène à travers les sacs à dos pédagogiques et techniques qui ont été construits pas seulement pour un simple auditeur d'un podcast ou un simple spectateur d'une vidéo, mais que l'on a qualifié en fonction des profils. Donc, que ce soit un profil de direction générale, de chef de service, de responsable de service courrier, d'un agent du service courrier ou d'un agent, on va dire, quelle que soit son activité, on a construit effectivement des parcours de compétences qui vont leur permettre de prendre en charge, de s'approprier l'étape qui les concerne au niveau de ce modèle. Le modèle en tant que tel, puisque encore une fois, c'est une conviction d'avoir construit le modèle le plus complet possible. Donc, il est composé de ces 5 dispositifs qui permettent d'optimiser le traitement de courrier depuis l'entrant jusqu'au sortant, en passant par les étapes de traçabilité, de sécurité, de pilotage que l'on a évoquées dans un certain nombre de dispositifs. Et donc, ces dispositifs eux-mêmes, encore une fois, qui ont tous été expérimentés par les acteurs qu'on a évoqués précédemment, qui sont les entités qui ont bien voulu participer depuis le début à cette construction du modèle, qui sont toujours là. Ils se sont même d'ailleurs, ils ont augmenté en nombre puisqu'on a vu arriver d'autres entités au fur et à mesure des étapes et aujourd'hui qui sont rentrés dans des phases de mise en œuvre en fonction de leur organisation, de leur modèle de fonctionnement, de ce qu'ils pouvaient déjà avoir aussi, puisque comme vous l'avez bien compris, on n'est pas en train de flécher un outil en particulier, mais que le modèle, c'est aussi un ensemble de bonnes pratiques, de règles de fonctionnement, de modèles de traçabilité, et donc il peut s'appliquer en fonction, y compris des outils que vous pouvez déjà avoir au niveau de vos propres structures. Donc ça, c'est aussi un élément important, puisqu'il ne se résume pas au fléchage sur une solution en particulier. Juste si je peux rajouter une chose qui est là encore, j'allais dire, la clé de voûte de ça, c'est l'autodiagnostic. C'est-à-dire que, comme l'a souligné Hélène tout à l'heure, et on a conduit toujours tout ce projet sur cette chose-là, c'est-à-dire que le plus important au départ, c'est qu'une structure connaisse, parfois même découvre, les circuits qui sont mis en place aujourd'hui historiquement sur la gestion du courrier et puissent en estimer à la fois la volumétrie, à la fois l'importance, à la fois l'organisation et aussi les ressources qui sont mises en adéquation avec tout ça. Et donc, c'est très important. S'il y a une chose à récupérer dans la doc au départ, c'est bien cet autodiagnostic pour pouvoir être sûr de savoir vers quoi on tend et ce qu'on peut faire, parce que on analyse plus loin encore, ce qu'on analyse presque dans la sociologie de la structure, de savoir ce qu'on pourra faire et ce qui sera difficile dans la conduite du changement. Et la conduite du changement dans ce cadre-là qui touche plusieurs modules, c'est quelque chose d'essentiel si on veut réussir à arriver au bout et si on veut réussir à embarquer aussi avec nous. Autre point hyper important, il n'y a pas de possibilité de mettre ça en œuvre sans avoir un sponsor au plus haut niveau. C'est vraiment quelque chose qui doit embarquer l'ensemble de la structure depuis le haut de la pyramide jusqu'au bas de la pyramide. Ça paraît peut-être simple de le dire, mais en tout cas, il est bon de le rappeler parce que sans ces sponsors-là, on risque de patiner un certain temps. Et croyez-nous, on a été surpris parfois de la résistance, c'est bien la résistance française, mais voilà, dans les structures, on a quelques résistants qui sont plutôt bons. Voilà.
dernier point, effectivement, c'est l'inscrire dans une démarche qui corresponde aussi aux priorités des politiques publiques. Ce modèle, il embarque aussi en matière de sobriété numérique un certain nombre de bonnes pratiques ou d'indicateurs qui permet de mesurer la question de la responsabilité en matière numérique et qui va privilégier, on l'a évoqué précédemment, toutes les chaînes de traitement du courrier entrant jusqu'au sortant en s'appuyant sur du numérique et en tordant le cou également à des modèles qui sont encore trop souvent hybrides. Vous êtes encore beaucoup dans des organisations où à un moment, pour des raisons X ou Y, on repasse par l'usage du papier, que ce soit pour présenter un courrier, le faire signer, etc. Nous, on est parti sur effectivement un modèle qui doit être tout numérique jusqu'au bout, jusque sur son flux circulant, y compris sur sa conservation. C'est pour ça que Patrick évoquait aussi la question dans le dispositif de signature électronique d'embarquer à un moment donné la question de l'archivage électronique pour tout ce qui est signature réglementaire, donc qu'il soit les signatures avancées ou les signatures qualifiées. Donc l'idée aussi, c'est que ce modèle-là, il répond aujourd'hui à ces priorités qui sont mises en avant dans chacune de vos structures, c'est de s'interroger sur la responsabilité, la sobriété numérique et essayer d'être au maximum en limitation d'empreinte carbone. Pour ce faire, on a d'ailleurs formé les chefs de projet sur un certain nombre d'indicateurs de la dématérialisation éco-responsable en application directement sur leur flux courrier. C'est-à-dire que pour mesurer des flux courriers entrants ou des flux courriers sortants, eh bien, on a fait tout un travail de construction d'indicateurs sur ce que pèse telle ou telle action en termes de grammes de CO2, de façon à pouvoir mettre en évidence toute l'importance de rester sur un circuit tout numérique. Si on est sur le flux sortant, on aura l'indicateur 6 et l'indicateur 7 qui correspondent à la lettre simple ou à la lettre recommandée et on peut faire la comparaison avec ce que représente plutôt de repasser par le papier. Donc ça, c'est important parce qu'on a aussi transféré cette compétence-là au chef de projet, notamment dans le cadre de séminaires et même d'exercices collectifs que l'on a fait, de travailler sur des grilles de métriques qui permettent de calculer eux-mêmes ce que représente en termes d'empreinte carbone un process courrier complet, qu'il soit en tout numérique ou qu'il soit encore avec des étapes qui, dans certains cas, repassent par des étapes papier qui soient donc sur un modèle hybride comme certains l'ont encore. Ce qui est important de voir d'ailleurs, c'est que ces indicateurs qui sont là aussi dans le modèle Octo et qui seront accessibles dans la documentation, là, on les a appliqués dans ce qui était le cœur même de notre problématique, le circuit du courrier, mais ils peuvent être tout à fait réutilisables, que ce soit pour la partie de la signature électronique, sur d'autres usages, sur l'urbanisme aujourd'hui, les marchés publics, enfin, toute autre activité qui peut largement s'exercer au sein de vos organisations. Voilà, je crois qu'on arrive au temps des questions dans les minutes qui va nous rester. Oui, je propose de faire une sélection. Je vais revenir sur la roue Octo, voilà, qui est là. Et je vais sélectionner quelques questions. Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, on va essayer de faire des réponses synthétiques. Alors, on avait une question de la part de Marcel sur l'hébergement des données concernant l'outil de signature électronique, notamment une question sur l'hébergement, le mode d'hébergement du parapheur. Donc, est-ce que Hélène ou Patrick, vous avez des éléments de réponse à nous apporter? Hélène, je ne vois plus Hélène, donc je ne sais pas si elle a encore la connexion nécessaire. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, on s'appuie aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui encore, parce que moi, je reste persuadé que Signemi va à mon avis, arriver au même niveau de sécurité. Et à ce moment-là, le stockage du transit, c'est-à-dire, voilà, on aura quand même des garanties proposées par un ministère, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou un autre ministère. Pour l'heure, on s'appuie sur FAST et on a évidemment demandé à FAST d'avoir à justifier le respect de toutes les règles des SSI qui sont imposées par le ministère de l'Intérieur.
ce qui a été fait, ce qui a été totalement fait et donc validé par le SHFD, donc par le service du haut fonctionnaire de défense, et avec une garantie, si on peut dire complémentaire, c'est que évidemment les serveurs sont positionnés en France et pas à l'étranger. Donc tout ce qu'on va expérimenter là bientôt sur la signature électronique, enfin, sur le triptyque, hein, signature électronique, parapheur électronique et service d'archivage électronique, tous ces points-là ont été validés dans le cadre de la sécurité et respectent totalement ces règles-là. Donc, on n'a pas de soucis aujourd'hui sur le sujet, puisque même dans les expérimentations, on a déjà traversé des expérimentations sur l'hébergement insalubre qui portent à la fois des informations qui sont plutôt à diffusion limitée, et ça n'a posé aucun problème. Ok, ben merci pour votre réponse, Patrick. On a une question concernant notamment les signataires. Une question assez ciblée. Est-ce que le préfet de région utilise l'outil FAST ou va utiliser l'outil FAST? C'est une bonne question et je suis très heureux, me semble-t-il, de dire qu'il y a de grandes chances qu'il le fasse. D'abord, c'est qu'elle le fasse, parce que nous avons la chance d'avoir une préfète de région. Et ensuite, je ne peux pas répondre tout de suite à cette question parce que dans le cadre du projet Octo, je ne l'ai encore pas rencontré. Il y a un premier point qui aura lieu bientôt, le lundi 12, avec la préfète secrétaire générale et avec la directrice de cabinet de la préfète de région, pour qu'on puisse refaire le point et revoir les enjeux. Ce qui est sûr, c'est que la préfète de région, en tout cas au Auvergne-Rhône-Alpes, est assez intéressée par cette phase de dématérialisation. Et je pense qu'il y a de grandes chances que ça se fasse. J'espère même pouvoir réussir à faire signer d'autres préfets de départements dans la région, à partir d'un parapheur électronique qui serait issu de toute la partie préfecture du Rhône dans le cadre de la gestion de l'ANEF et de la gestion des naturalisations. Bien entendu, s'il faut compléter par une note triste, hein, bien entendu, quand on n'a pas le sponsor du préfet de région, c'est très difficile, c'est certain. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est-à-dire que le problème, c'est que les démonstrations venues d'en bas, ce n'est pas quelque chose qui est habituel. Donc, il faut essayer le plus possible de faire de la pédagogie. Mais sur les premiers points que sont les astreintes, notamment les astreintes sur les hospitalisations sous contrainte ou sur l'habitat insalubre, les astreintes des membres du corps préfectoral qui se font le week-end, eh ben, c'est quand même quelque chose qui va à mon avis, débloquer, s'il y avait un blocage, qui va débloquer vers ça. Et les préfets de région signent déjà électroniquement les marchés publics, je tiens à le dire. Alors, on a une autre question. Donc là, on sort du spectre du dispositif de signature électronique concernant la lettre recommandée électronique, donc la LRE. Donc plutôt peut-être une précision où nous avons donc Olivier qui nous fait part de son étonnement concernant une LRE, donc un dispositif non référencé. Donc là, on ne l'a peut-être pas précisé à l'oral. Donc Patrick, soit vous répondez, soit je prends la réponse. Allez-y, partageons les réponses. Oui, alors le choix de la solution, on est sur une solution AR24 donc proposée par DocApost. Cette solution est bien référencée par l'ANSSI. Aujourd'hui, sur le panorama, il y a peu de prestataires sur le sujet LRE recensé et validé par l'ANSSI. La plateforme AR24 est tout à fait conforme aux exigences de l'ANSSI. Donc, pas de sujet, la plateforme est bien référencée. Ce qui a fait qu'on l'abandonne, ça a été surtout la mise en œuvre qui était plutôt fastidieuse et qui ne nous permettait pas de conserver le planning très tendu qu'on a. On n'a pas beaucoup parlé du planning de ce projet, mais quand on dit que ça s'arrête en mois d'octobre, c'est vraiment parce qu'il faut que ça s'arrête au mois d'octobre et il est nécessaire qu'on ait engagé l'ensemble des crédits. Et de ce fait-là, on avait un planning très très chargé et la partie la 24 qui est la partie de DocApost, puisque ça a été repris par DocApost, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait courir un peu trop après des résultats et que le moindre décalage allait nous entraîner de lourds problèmes.
Et donc, on s'est reporté sur la partie signature électronique, qui d'ailleurs a fait plaisir à tous les intervenants qui attendaient que ça. Oula, il est 11h59, donc je propose de prendre une dernière question. Pour les personnes qui auront des questions malheureusement sans réponse, je vous invite peut-être à nous écrire. Nous allons relever vos noms et vos prénoms. Donc, je vous invite à nous écrire et nous y répondrons avec plaisir. Donc, la dernière question que je prends concerne, je la trouve intéressante et peut peut-être expliquer le choix. Donc, on a une question de la part de Johanna qui nous demande pourquoi prendre le parapeur Fast et pas le parapeur Pro de marche. Là, ça peut mettre en lumière les expérimentations qu'on a pu faire sur le parapeur. Hélène, j'entends. Ouais, Hélène, le micro. Je la vois, mais je l'entends plus. Oui, je suis là. Je suis là. Ça, c'est par rapport aux expérimentations. Alors, c'est vrai que moi, je suis moins à l'aise parce que je n'étais pas encore dans le projet à ce moment-là, mais c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure. Tout existe bien, mais tout n'est pas encore complètement bien connecté ensemble. Patrick, tu m'arrêtes si je m'égare. Mais voilà, le parapeur marche qui est proposé par le CCN fonctionne très bien. Ce problème, c'est le rodage, c'est ça? C'est le rodage. Qui est une solution qui est aussi proposée par le MI. Voilà, vas-y Patrick. Pardon de t'avoir balancé dans cette question. Oui, effectivement, le problème, c'est l'ensemble de la qualification de la signature et le respect d'un certain nombre de règles, notamment la règle de l'horodatage. Et aujourd'hui, en tout cas, la dernière fois que j'ai croisé Ludovic Jacquinet, je parle à Johanna parce qu'on se croise dans un autre groupe de travail qu'elle m'a invité, je l'en remercie encore, et donc pour lequel je pourrais encore donner plus d'explications. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui cette qualification du CCN pour l'utilisation de l'horodatage. Donc on n'a pas encore ce lien qui est fait. Ça, à mon sens, ça devrait arriver assez vite. Ce qu'on a peut-être dit un peu rapidement, c'est que notre objectif, l'État pour l'État, reste entier. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée n'est pas de promouvoir FAST. L'idée, c'est quand même de dire, tant que les ministères ne sont pas prêts à le faire, d'accord, pour la lettre recommandée, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui marche, qui est en place à la Direction générale des impôts et des financements publics, là, et qui va aboutir à faire quelque chose qui va être totalement identique à ce qui se fait dans le privé, entre guillemets, quoi, avec toute la garantie d'État qui est nécessaire et avec une offre de service qui va être, là encore, très tournée vers l'État. Donc, notre idée, c'est vraiment de dire, on sait que ça marche, on profite aujourd'hui de prendre quelque chose qu'on sait déployer, pour lequel on a toute la documentation, toutes les expérimentations qui vont bien, dans le but de l'arrêter. Mais encore une fois, Octo va financer que la première partie. Ensuite, il appartiendra aux structures et il appartiendra aussi aux ministères concernés de promouvoir leurs produits. Parce que globalement, le produit qu'on a trouvé de la DGFiP, par exemple, c'était vraiment, j'allais dire, presque un accident. En tout cas, un bel accident pour nous, puisque ça nous a permis de découvrir ça et de l'utiliser et de le vérifier. Et aujourd'hui, voilà, de le mettre en œuvre et de l'exploiter pour l'instant à un coût qu'on est en train de caler, parce qu'il y a quand même un coût inter-administration, mais c'est important. Voilà pourquoi on n'a pas pris ce paraphore issu de marche, parce que voilà, c'est compliqué. Et puis, Johanna, j'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer les vicissitudes qu'on a rencontrées aussi avec Marche et avec les versions, et notamment avec les versions des produits qui sont utilisés, quoi. Ok, je vous propose qu'on clôture. Conclure, oui, pardon. Oui, c'est juste parce qu'on ne l'a pas cité, mais on a aussi identifié un outil qui est Signemi pour la signature électronique proposé par l'AMI. Mais pareil, comme disait Patrick, c'est une solution qui pour l'instant ne répond pas à l'ensemble des besoins qu'on a. Et bien sûr, pareil, le jour où Signemi pourra répondre à l'ensemble des besoins qu'expriment les entités, on basculera sur Signemi. C'est l'idée en fait du projet.
On reste dans la notion de l'État pour l'État, effectivement. Absolument. Et il faut absolument que l'État soit en mesure de proposer ces outils à ses services. Parce que sinon, du coup, on va manger toutes les économies qui sont faites en amont, on va les manger par la signature électronique. Il ne faut pas oublier que c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, sur le marché, a une valeur non négligeable. Et d'ailleurs, ceux qui se sont jetés dedans aujourd'hui en ont fait les frais, c'est le cas de le dire. Voilà, donc nous, on espère, et en fait, on va, par le biais de la DEMATES et par le biais de la DENUM, encourager Signemi à tendre vers ça pour pouvoir permettre à faire de la même manière que ce qu'on fait avec les finances publiques, hein, à faire travailler l'État pour l'État. Alors, c'est des points qui sont difficiles, qui sont plus longs à mettre en œuvre. Voilà, on le sait tous que le privé a des moyens en tout cas dans la R&D, que l'État n'a pas forcément. Donc, on prendra le temps. L'idée aussi qu'il faut retenir, c'est qu'on s'en sert d'accompagnement au changement. C'est-à-dire que une fois que ça va être en place, les seuls avertissements que va avoir un préfet dans le cadre de l'administration d'État, c'est le coût que ça coûte. Mais dès lors où tout va être en place et tout sécurisé, et que le ministère de l'Intérieur va dire « mais vous n'avez plus besoin de payer parce que maintenant chez nous c'est gratuit », et ben à ce moment-là, la bascule sera d'autant plus facile. Et surtout, le virage du numérique sera pris par l'administration. Et ça, réussir à faire circuler des parapheurs électroniques, réussir à garantir à tout le monde que les signatures sont qualifiées et soulagées, je pense que ça, c'est un vrai projet et c'est un vrai progrès auquel l'État ne doit pas se mettre de côté. Voilà, merci, au revoir. Okay. Bon, Caroline, peut-être faire le mot de la fin et le revoir pour clôturer ce webinaire. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, merci déjà de l'attention de tous ceux qui ont participé, écouté, questionné autour de ce webinaire. On reste évidemment à disposition pour répondre à toute autre question. Tu l'as dit précédemment, Anne-Solène. Et je pense qu'effectivement, comme l'a résumé Patrick à la fin, ce qu'il faut retenir de ce modèle Octo, c'est qu'outre de couvrir la totalité des étapes, c'est qu'il a été chercher des réponses qui existent déjà ou qui sont en cours d'élaboration et donc qui vont apporter et qui vont permettre à l'administration de passer non pas au numérique mais au tout digital, puisque dans la notion de tout digital, il y a aussi cet accompagnement et des équipes et des usagers qu'il ne faut pas négliger dans cette forme de transformation. Voilà, merci à tous en tous les cas et merci à Patrick et à Hélène d'avoir bien voulu participer au témoignage sur le modèle Octo. Merci à vous. Merci à vous et bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Je profite pour regarder s'il y a des questions, s'il reste des questions encore. Ouais. On aurait peut-être pu aussi, pour les gens qui sont pour